Des réalités tournées vers l'avenir. Informés pour agir. Inspirés pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles et inconditionnels auditeurs et téléspectateurs du média de développement et de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans le bureau du prof, votre émission éducative de référence qui vous propose exceptionnellement du lundi au vendredi et cela pendant 2 semaines un tour d'horizon de l'actualité éducative la plus récente et la plus pertinente. Dans le bureau du prof, nous aborderons les sujets qui vous intéressent. Les dernières réformes éducatives, les nouvelles tendances pédagogiques, les conseils de nos experts pour mieux apprendre et réussir. Rejoignez-nous donc chaque jour à partir de 9 h pour une émission dynamique, informative, mais aussi didactique. Pour nous suivre, vous n'avez qu'à télécharger l'application Kavi Media via App Store ou Play Store ou tout simplement nous suivre sur la page du D-Media ou encore sur le canal 410. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue au somptueux bureau du prof. Alors, nous allons ouvrir la chemise des thèmes. Aujourd'hui, au menu, nous avons 2 thèmes. Plus de 4000 enseignants se sont vus sévrer de leur salaire. Quelles en sont les véritables raisons? Y a-t-il pas eu de quiproquo pendant le passage des inspecteurs? Analyse et décryptage dans le bureau du prof. Et pour aborder le sujet, nous aurons, si en tout cas les dieux de la téléphonie acceptent de coopérer avec nous, le porte-parole du SLEG qui va nous donner quelques faisceaux de lumière par rapport à ces cas de salaire non payés. De l'orientation des lauréats par le service national des bourses extérieures fait grincer des dents et défraye la chronique. Sur quels critères se fonde-t-on pour orienter les bacheliers s'étant brillamment illustrés? Analyse dans le bureau du prof. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec un des chroniqueurs de cette émission. Je vais même appeler l'équipe B du bureau du prof parce que le bureau du prof est un peu démembré. Il y a des voyages un peu partout et il y a des empêchements. Cabinet, un virevoltant, un fin connaisseur aussi de l'éducation qui vraiment traite des questions éducatives avec beaucoup de passion, avec beaucoup de rationalité et surtout avec beaucoup de responsabilité. Parfois avec des pics très très caustiques. Bonjour monsieur Cabinet. Alors bonjour El Prof, je salue en tout cas tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Kavi TV, en tout cas une télé qui fait son petit bout de chemin. Tout à fait. En tout cas, nous sommes très ravis de ce qui est servi ici à Kavi, parce qu'on dit le média de développement de l'entrepreneuriat. Oui. Je pense que en tout cas ce concept vaut tout son pesant d'or. Tout à fait. Et voilà, de passage, il faut saluer aussi les populations de Bessia, parce que Yimba désormais se trouve dans la commune de Bessia, que ce soit Bessia Port 2, Bessia Port 1,
Bessia Cité 1, Olympio, etc. etc. Nous saluons en tout cas toutes ces braves populations qui se battent matin, midi et soir. Ça, c'est très bien dit. Et on aura un autre chroniqueur aussi. Il est en retard, hein, Monsieur Cheikh Ambrian, professeur de physique. Il est certainement coincé dans les bouchons. Il sera avec nous. Alors, le bureau du prof, ce n'est pas que le débat. Il y a aussi des rubriques comme le mot du prof ou encore éducation, technologie et du tech. Alors, aujourd'hui, dans le mot du prof, dans la rubrique mot du prof, nous allons essayer de d'éplucher quelques petites subtilités de la langue de Molière. Parce que quoi qu'on dise, j'aime souvent le répéter, nous sommes des enseignants et le bureau du prof est tenu par des enseignants passionnés et rompus à la tâche. Donc, on se donne le devoir aussi d'éclairer la religion de nos téléspectateurs et auditeurs sur certaines règles grammaticales, quand bien même qu'on n'a pas ce qu'on appelle la science infuse. Alors, rapidement, aujourd'hui, nous allons parler de deux verbes, de deux mots, recouvrir, recouvrer. Souvent, dans son usage, il y a un véritable galvaudage qu'on constate. Quand est-ce qu'il faut dire recouvrir? Recouvrir, d'abord, il faut le rappeler que c'est un verbe du troisième groupe parce qu'il est terminé par IR. Et aussi, il y a le préfixe re qui veut dire couvrir à nouveau. Et le participe passé, c'est recouvert. On peut dire par exemple, cette partie est recouverte par du sable. Ou bien il faut recouvrir l'espace là. Cet espace, il faut le recouvrir. Voilà, là en ce moment, on peut employer le verbe recouvrir sans le confondre avec l'autre recouvrer. Parce que là, ils n'ont même pas le même groupe, a fortiori le même participe passé. Quand on prend recouvrer, j'entends souvent des gens dire « Ah, on a recouvert le montant ». Non, c'est une grosse bévue grammaticale. Voilà, on a recouvré. Voilà, on recouvre un montant. Là, c'est par exemple dans le domaine de l'économie, des finances. Voilà, les impôts ont été recouvrés et non recouverts. Voilà, donc parfois il nous arrive de nous emmêler les pinceaux, mais avec cette rubrique, on essaye tant bien que mal d'élucider ou en tout cas d'éclairer la lanterne de nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, il y a aussi le verbe coïncider. Très souvent, c'est une remarque que j'ai faite. Dans son emploi, on dit si mon programme coïncide à l'arrivée de mon frère. Non, attention, le verbe coïncider ne s'emploie pas du tout avec la préposition à, plutôt avec. Je vais répéter cela, on dit coïncider avec et non coïncider à. Par exemple, mon programme d'hier a coïncidé avec l'arrivée de mon frère. Donc, je ne pouvais pas effectuer le déplacement et non a coïncidé à. Voilà. Donc, désormais, n'employez plus le verbe coïncider avec la préposition à, mais plutôt avec. Bien. Alors, l'expression du jour, c'est quoi? C'est revenir à la case départ. Souvent, on entend dans la communication de tous les jours revenir à la case de départ. Non, on ne dit pas revenir à la case de départ, mais plutôt revenir à la case départ qui signifie tout simplement revenir à notre point initial. Donc, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du média de développement, ne vous emmêlez plus les pinceaux. Alors, c'était le mot du prof. Eh bien, monsieur Cabinet, nous allons aborder la première thématique qui est relative au blocage des salaires de plus de 4 000 enseignants. Et quand on sait que le salaire, il est sacré, le salaire, il est alimentaire. Prof, avant même d'y revenir, vous allez me permettre une petite parenthèse. En tout cas, parce que, vous savez, dès après la proclamation des derniers résultats, nous avons vu dans pas mal d'écoles, en tout cas privées, l'organisation des cours de vacances. Mais sauf que, en tout cas, moi, je souhaite que les orientations pédagogiques, que les contours pédagogiques de ces cours dits de vacances soient de mieux en mieux, disons, tracés. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que
des élèves de CP, des élèves de CE, de CM, du collège et même du lycée, font tout ce parcours-là pour aller dans les écoles sous cette grande pluie et qu'ils reviennent à la maison en tout cas. Et en fait, pas d'exercice rigoureux, pas de programme préétabli. Parce que quand on dit cours de vacances, c'est pour quand même corriger les lacunes constatées chez des élèves durant l'année scolaire normale. Tout à fait. Donc moi je ne pense que c'est en fait, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est pour soutirer un peu plus des sous aux parents parce que ça galère, ce sont les vacances. Tout le temps en train de porter des jugements caustiques. Non, ce ne sont pas des jugements. C'est un constat que moi j'ai fait dans la plupart des écoles. Je vois même des enfants de CP, de CE, tout ça là, qui s'en vont aller dans un cours de vacances, mais en réalité, c'est pour quelle fin pédagogique? Est-ce que c'est pour corriger les lacunes constatées tout au long vraiment de l'année scolaire? Ça pourrait être ça. Non, il faut que ce soit ça. Non, elle prof, il faut que ce soit cela. Oui, mais si ce n'est pas cela... Est-ce que vous connaissez leur véritable motivation? Pour la plupart des cas, vous entendez dire non, vous savez, c'est pour... Il n'y a pas de raison valable. Donc, il faut que les parents, parce qu'en ces périodes de vacances, moi je pense que les parents peuvent trouver surtout des répétiteurs. Pour leurs enfants. Mais attention, cabinet, ce ne sont pas tous les parents qui ont la possibilité de trouver des répétiteurs, des moniteurs à la maison quand même. On n'a pas tous les mêmes moyens financiers. Voilà, donc dans les écoles, c'est nous n'avons pas les mêmes moyens financiers. Je suis tout à fait d'accord. Mais lorsque dans un foyer, 2 parents, 3 parents peuvent se mettre ensemble pour quand même trouver quelqu'un pour, disons, corriger le niveau de ces élèves-là, moi je pense que ce serait pas mal quand même, sous ces grandes pluies quand même. Qui va laisser un enfant de 2 ans aller... Là, je m'accorde avec toi parce que laisser les tout petits aller à l'école sous ces pluies diluviennes, c'est vraiment risqué. Mais il faut dire une chose, monsieur Cabinet, ces enfants n'ont pas le niveau. Donc, les vacances là aussi, c'est une occasion de les occuper, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Nous sommes d'accord qu'il faut les occuper. Mais avec quelle orientation pédagogique? Parce que quand vous... Il y en a de ces écoles même où les enseignants ne viennent pas. Où les enfants sont en classe, on vient leur dire A, B, C, D au tableau et puis c'est fini. Tu as fait réellement ce constat? J'ai fait ce constat. Faut pas accuser quelqu'un. Écoutez, j'ai fait ce constat. C'est pourquoi je dénonce cela avec la dernière énergie, évidemment. D'accord. Alors ça, c'était un coup de gueule qui n'avait rien à voir avec la thématique du jour. Eh bien, voilà, en tout cas, c'est l'éducation. C'est le cas de ces 4000 enseignants qui sont sévrés de leur salaire. Quand on sait que le salaire, il est sacré, le salaire, il a un caractère alimentaire. Privé en cadre de son salaire, c'est vraiment, disons, on ne sait pas, loin de prendre position pour qui que ce soit. Comme le dit le proverbe, lorsque 2 personnes se battent et que l'une vienne vers toi avec un œil crevé, il ne faut pas aussitôt lui donner raison parce que la seconde personne pourrait venir avec deux yeux crevés. Voilà. Donc nous cherchons à comprendre réellement pourquoi ces enseignants-là ont été privés de leur salaire. 4000 quand même, c'est trop, Voilà. J'espère que c'est une actualité que vous avez aussi suivie, autant que moi, autant que bon nombre d'observateurs de l'éducation. Bon, si vous vous rappelez bien, il y a une mission de l'État guinéen en charge du fichier unique de gestion administrative disons, de tous les fonctionnaires, qu'on appelle le FUGAS. Le FUGAS, Alors, il paraît que, en tout cas, cette mission s'est rendue dans les chefs-lieux des préfectures, ainsi que d'ailleurs dans les sous-préfectures, pour essayer de, dans un premier temps, d'identifier le personnel, disons, enseignant en particulier, mais surtout se rassurer de leur présence effective dans les salles de classe. Donc, ces missions-là ont été mises en rapport avec les différentes autorités déconcentrées. Donc, il paraît que les 4000 disons fonctionnaires dont les salaires sont gelés jusqu'à ce jour, certaines de ceux-ci-là n'auraient pas été enrôlés pour quelques raisons ou, n'est-ce pas, qui ont été invoquées. Nous avons écouté, en tout cas, l'un des coordinateurs qui se trouve, je crois, du côté de Mamou de Bokeh, je n'ai plus bonne souvenance, qui a expliqué que lui, par exemple, pour son cas, ce recensement-là avait coïncidé avec, je crois, le décès de l'un de ses parents. Coïncidé, bien compris là,
cela avait coïncidé avec, disons, une affaire sociale, ce qui l'aurait empêché de prendre part à ce recensement. Mais selon lui, que, disons, il avait versé tous les dossiers, tous les actes demandés avaient été versés par lui, en tout cas, à cette commission-là. Mais ce qui a manqué, c'est la pratique de classe où il n'avait pas été effectivement recensé. Donc, nous avons essayé de pousser un peu plus, disons, les enquêtes. Du côté du ministère de la fonction publique, il a été dit que il y a eu rallonge du délai de rigueur de ce recensement. Mais qu'encore, dans cet intervalle-là, beaucoup d'enseignants n'ont pas répondu à l'appel. Donc, que voici des raisons qui, n'est-ce pas, ont poussé l'État, notamment le ministère, à geler pour le moment les salaires en attendant de voir mieux dans cette procédure. Mais sauf que nous nous sommes interrogés encore une fois de plus, de savoir combien de temps cela peut raisonnablement prendre. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le salaire a un caractère alimentaire, a un caractère vraiment de sacralité, disons, parce que c'est toute une famille qui a ses besoins liés évidemment à ce maigre salaire, si on peut se permettre ainsi. Donc, nous avons essayer d'interroger en fait certaines autorités qui d'ailleurs ont décidé de faire silence dans ce dossier. Et nous avons aussi essayé de comprendre quel était effectivement le rôle du syndicat dans cette affaire. Nous avons écouté certains syndicalistes, je ne vais citer personne à l'antenne, mais certains ont dit que non, c'est pour le moment... Sans langue de bois. Non, c'est pas une question de langue de bois, mais puisque les intéressés ne l'ont pas dit de façon officielle, c'était entre nous, quelque part. Ces responsables syndicaux... Allez, vas-y, mets-toi à l'aise. Ces responsables syndicaux ont dit, ben, écoutez, nous, pour le moment, ce n'est pas notre problème parce que ces messieurs n'ont pas répondu à l'appel. Certains sont considérés comme des fictifs, mais nous pensons que ces enseignants, avec surtout la formalisation de leur collectif, ça veut dire que ce ne sont pas que des fictifs. Ce sont des enseignants bel et bien présents sur le terrain parce que... Pour t'interrompre, j'ai même écouté le témoignage d'un enseignant qui dit que comment se fait-il qu'on vienne inspecter des enseignants et qu'on dise que tous les enseignants de cet établissement n'y sont pas. Pendant que, après la proclamation des résultats, le taux de réussite était à 75%. Donc, comme pour dire, justement dans cette école, comme pour dire que, on s'interroge en quelque sorte, est-ce que le travail il a été sérieusement mené sur le terrain? Une autre question qu'il faut légitimement se poser, parce que nous savons tous ici, lorsqu'il y a des cas de recensement, il y a souvent des cas d'omission, parce que les opérateurs de saisie qui vont, en tout cas ceux qui sont chargés de manipuler ces appareils-là, le plus souvent... commettent vraiment des erreurs qu'on ne peut vraiment pas admettre raisonnablement. Donc aujourd'hui, il faut évidemment revoir le cas de ces enseignants, faire la décantation. Ceux qui ne sont vraiment pas sur le terrain, pour qu'on puisse savoir évidemment que ceux qui n'étaient pas sur le terrain sont sanctionnés de façon très juste et ceux qui n'ont pas été recensés mais sont sur le terrain pour qu'on puisse les rétablir très rapidement dans leurs droits prof. Parce que disons que beaucoup d'enseignants ont eu des problèmes à l'intérieur du pays. Les problèmes sociaux, il ne faut pas les occulter. Les problèmes de logement, les problèmes de famille, même la nourriture. Il y a un enseignant qui a témoigné que lui, durant toute cette période-là, que c'est l'école, en tout cas le proviseur de son école, qui a vraiment cherché à lui donner une salle de classe où après les cours, il vient vraiment... passer la nuit, ou d'ailleurs les autres enseignants de son établissement sont obligés de mettre la main à la poche et de cotiser quelques sous, n'est-ce pas, pour au moins assurer sa petite survie. Alors, comment est-ce qu'on peut évidemment se débrouiller avec ça? Ce n'est pas possible. Mais dans ces DPE, dans ces DPE plus particulièrement, moi je pense que les responsables savent, en tout cas que les enseignants sont présents, effectivement, dans leur effectif. Donc, qu'est-ce qui les empêche en fait d'écrire aux autorités centrales ici à Conakry de faire cas de ces enseignants qui sont régulièrement présents dans les salles de classe? Moi je pense que ce n'est pas une mer à boire, il suffit juste une volonté. En tout cas, surtout évidemment, et la réparation du tort qui a été évidemment causé à ces enseignants. Parce que c'est un dommage qu'aujourd'hui l'État doit réparer avec le paiement
bien sûr, sans condition de ces arriérés de salaire. Parce que s'il y a eu gel de salaire, sans motif valable pour certains, il faut qu'ils soient dédommagés au moins. Mais aujourd'hui, comment ces anciens sont en train de vivre ou même de survivre à l'intérieur du pays. Donc, il faut lancer un appel. Là, c'est très compliqué parce que 4000 enseignants, c'est quand même trop. Ce n'est pas 400. Ah, ce n'est pas 400. Mais d'une part aussi, il faut comprendre le sérieux travail qui est en train d'être effectué sur le terrain parce qu'il y a des enseignants, si je peux me le permettre, qui sont indélicats, un peu indélicats. Ils sont affectés à l'intérieur du pays. Ils ne veulent pas servir là-bas. Ils font ce qu'on appelle un abandon de poste pour venir à Conakry, par exemple. Donc, c'est normal de contrôler. C'est normal de contrôler. Si on contrôle et qu'on s'aperçoive que réellement, il y a eu cas d'abandon, les salaires doivent être bloqués. Parce que on ne doit pas payer le travailleur, c'est le travail effectué qui doit être payé. Donc là, c'est compréhensible. Mais s'il y a eu des erreurs qui ont été commises, là, ça doit être non, mais elle prouve de long en large. Ça doit être corrigé. De long en large. Là, je suis d'accord. Les cas d'abandon de poste sont traités ou sont prévus par le Code du travail lui-même. Évidemment. Donc, lorsqu'un enseignant ou un travailleur quelconque abandonne son poste et va s'occuper d'autre chose, il est clair que l'information doit être remontée par les autorités les plus, les plus avisées pour cela. Mais, vous savez, nous parlons de ce recensement qui est arrivé à une période où, normalement, nous étions en pleine année scolaire. J'imagine bien. Donc, à cet effet, les enseignants devraient être en poste. Et, normalement, on a parlé tout à l'heure des syndicats, d'accord? Tout à fait. Les différentes... on va d'ailleurs appeler un syndicaliste d'un moment à l'autre. Voilà, les différents mouvements syndicaux de l'éducation, que ce soit le SLEG, la FSPE, le SNE. Mais malheureusement, les syndicalistes sont aujourd'hui occupés à d'autres choses. Non, mais franchement, il faut se dire la vérité. Pourtant, sont dans la concussion, sont dans une sorte de c'est comme s'ils sont je ne sais pas. En quelque sorte dans une sorte de concurrence. Voilà, non, la concurrence c'est une chose. Positionnement la concurrence c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est aujourd'hui ce rapprochement de trop avec le BPA. On sent que les missions du BPA, on copte les syndicalistes par-ci, ils sont coptés par-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les questions d'éducation ne sont plus traité avec rigueur, avec sérieux, par ces différents mouvements syndicaux. Donc le SLEG désormais a sa langue dans sa poche. Ah bon, tu penses? Le SNE, on n'en parle même pas. Tu penses? Moi j'ai parlé avec un syndicaliste du SLEG qui était très... J'ai voulu qu'il soit depuis là. Combien de temps? J'ai voulu qu'il soit là. Il m'a dit non, professeur, je suis très chargé. Je suis en train de mener en combat. Nous sommes pendant les vacances. Tous les enseignants sont pratiquement au repos. Tous les enseignants sont pratiquement au repos, prof. Donc, rien ne justifie en fait aujourd'hui le silence, disons assourdissant, de ces responsables syndicaux qui, parce que eux, ils sont quand même à l'aise. Ils sont dans les missions du BPA quand c'est les examens, ils sont placés dans la supervision, ils ont leur per diem, ils vont à l'intérieur du pays, tout va bien avec le secrétaire général, ils s'appellent avec le ministre, mais ils doivent profiter de cette proximité pour faire cas de ce dossier, de taper, n'est-ce pas, taper du poing sur la table. Tout à fait. Non, parce qu'aujourd'hui, prof, la première responsabilité de ces centrales, bon, pas de ces centrales, de ces mouvements syndicaux, c'est évidemment la défense des intérêts moraux et des intérêts matériels de ces enseignants. Et le salaire fait partie des intérêts matériels des enseignants. Donc aujourd'hui, en fait, ce n'est pas de la charité ni rien, mais ce seul collectif constitué de façon conjoncturelle, ne peut pas résoudre cette affaire. Tout à fait. Parce que ce collectif n'a pas les moyens, n'a pas les contacts qu'il faut, les déplacements sont coûteux, les démarches sont coûteuses, tout ça là. Mais aujourd'hui, eux, ils ont la chance d'être à Conakry, d'être les interlocuteurs directs de M. Jean-Paul Sédi et même de M. François Bruno, l'actuel ministre d'Espace de la fonction publique. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec une petite volonté, avec une unité d'action syndicale, avec évidemment des démarches de plaidoyer, on peut aujourd'hui évidemment mettre fin à ce calvaire de ces enseignants. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas que dans les DPE, qu'on profite de cette situation pour injustement mettre de côté certains enseignants et les faire remplacer par des neveux, par des frères, par des cousins. C'est ce qu'il faut. Parce que tout est possible ici. Donc il faut évidemment avoir un œil de l'ex sur ce qui se passe dans ce dossier. Donc c'est pourquoi les autorités doivent
mettre fin à ce mutisme-là. Non, mais je pense que le ministère a fait un communiqué via leur page pour dire que la question elle est très prise au sérieux, donc que les enquêtes sont en train d'être menées. Ce communiqué laconique-là n'est pas suffisant. Ce n'est pas un communiqué laconique, monsieur Cabinet. Monsieur Bourdou, monsieur le chef de cabinet, monsieur Abbas, il faut les interpeller. Parce que le ministre Jean-Paul Seydi, lui seul ne peut pas tout faire. Pas du tout. Mais le personnel du ministère relève, n'est-ce pas, du chef de cabinet. Il faut qu'il prenne en charge ce dossier et techniquement avec monsieur le secrétaire général pour essayer d'engager, n'est-ce pas, toute la procédure qui s'y est auprès de monsieur le ministre de la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, il est inacceptable. Parce que, écoutez, prof, finalement, les 4000 enseignants, à l'ouverture prochaine, mais que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont migrer dans d'autres secteurs en attendant que leur salaire soit débloqué? Parce qu'ils ne peuvent pas continuer aussi à travailler pendant que leur dû est confisqué, disons, entre des bains noirs ou des bains vraiment qu'on ne comprend pas. Donc, il faut aujourd'hui que tout ce dossier-là soit traité de façon rationnelle, de façon raisonnable, de façon à ce que ces braves enseignants, entre guillemets, puissent être rétablis dans leurs droits. Et derrière eux, ce sont des familles quand même. Ce sont des pères de famille. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que certaines femmes ont quitté évidemment leur mari? Parce que les enseignants, c'est ça aussi le grand problème de ce métier dans ce pays. Non seulement, même quand tu veux d'une femme, lorsque tu veux fiancer une femme, la première question, quand il y a ce stéréotype qui est là, bah, il travaille bien, l'enseignant. Voilà, il travaille bien, il est enseignant. Donc, c'est d'abord une profession qui est classée. C'est le plus noble métier au monde. C'est le plus noble métier au monde. Cette profession est classée dans une catégorie sociale de vulnérabilité. Franchement. Et ajouter à cela une situation vraiment très préoccupante qui est le gel de ces salaires-là. Franchement, nous plaidons une fois de plus pour le rétablissement de ces enseignants dans la plénitude de leurs droits. C'est ce qui est vraiment essentiel. C'est très bien dit, monsieur Cabinet. Si c'est maintenant que vous prenez le train en marche, sachez tout simplement que vous êtes dans l'émission Le Bureau du Prof, la seule émission éducative qui a l'opportunité et la possibilité de vous plonger dans les méandres des réalités de l'école de la République. Et si, en tout cas, la technique est en phase avec nous, c'est le bon moment de s'employer, appeler notre invité en ligne, si toutefois les dieux de la téléphonie acceptent de coopérer avec nous. Il s'agit du porte-parole du SLEG, monsieur Mohamed Bangoura Roméo. Voilà. Alors, Cabinet, c'est une question très préoccupante. On ne se lassera pas d'en parler parce que ce sont des pères de famille qui sont privés de leurs droits. Mais quelque part aussi, il faut relativiser cette problématique. Pourquoi? Aujourd'hui, l'éducation est devenue une passerelle pour beaucoup de personnes. Tu es recruté aujourd'hui au compte de la fonction publique et au lieu d'aller servir au poste où tu as été affecté, tu préfères mener des démarches pour aller, en tout cas pour migrer vers un autre département. Donc il y a de ces cas, parce que ça fait quand même très mal, que loin de soutenir l'État ou de dédouaner qui que ce soit, mais ça fait quand même très mal qu'on débourse de l'argent pour des gens, une forte manne financière pour des gens, pour des travailleurs qui ne sont pas en poste. Donc moi je souscris réellement à cette démarche d'inspecter, d'aller constater réellement de visu, est-ce que tel enseignant est en situation de classe? S'il n'est pas en situation de classe, alors on pointe absent devant son nom. C'est comme on peut même dans les écoles privées, c'est cela. Il y a un cahier de pointage. Quand tu es absent, ce jour-là, en tout cas, tes heures ne seront pas. Donc c'est tout à fait normal, mais néanmoins, on cherche à comprendre la vérité. Il y a des études qui ont prouvé qu'au moins les 30 ou 40% des effectifs orientés à l'intérieur du pays désertent par la suite. Ou en tout cas, font des démarches comme vous l'avez dit. Allô? Non. Voilà. Donc, vous savez, lorsqu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont orientés ou sont affectés à leurs services respectifs à l'intérieur du pays, normalement, il y a ce qu'on appelle l'obligation de servir. Vous êtes obligé de servir où vous avez été, n'est-ce pas, affecté. Tout à fait. Si le besoin est manifesté ou est ressenti ailleurs,
n'est-ce pas, les chefs de service peuvent envisager, n'est-ce pas, de vous y affecter. Mais on vous a affecté 2 semaines après, parce que votre frère, c'est le secrétaire général, M. Boundou, ou bien votre oncle, c'est M. Boundou, M. le ministre, vous commencez à venir des débats auprès de l'IRE. Après tout, on vous laisse aller ailleurs. Mais ceci est grave. Mais on ne peut pas imputer cette responsabilité uniquement aux enseignants qui, n'est-ce pas, désertent de ces postes-là. Non, il y a de ces responsables qui sont réellement impliqués. Parce que sans leur aval, sans leur concours, ceci ne peut pas être possible. Et il y a un autre fait qu'il ne faut pas occulter, le prof. C'est le business qu'il y a entre certains enseignants ou certains fonctionnaires et les responsables au niveau des concentrés. Quand on prend le cas des enseignants, un tel monsieur X qui est affecté dans une école de la sous-préfecture de Mankountan qui se trouve à Bofa. Qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver un bon petit au centre-ville là-bas qui est diplômé en sociologie ou en, je sais pas, en mathématiques ou quelque chose comme ça. Il le copte. Il dit, mon petit, c'est qu'on va faire. Tu vas venir à ma place. Comment dirais-je, ma charge horaire est de 8 heures par exemple. Moi, je suis à Conakry, j'ai des affaires, ou est de 16 heures. Moi, j'ai des affaires. Je te donne 500 000 à la fin de chaque mois. Et puis voilà, il va négocier avec le DCE et le DPE. Et bon, monsieur le DPE, bon, toi, je te donne 300 000 à la fin de chaque mois. Le DPE accepte. Non. Oui, continue. Donc, le DPE accepte. Il y a de ces deals qui existent, notamment à l'intérieur du pays. Donc, vous avez de ces anciens, parfois à Conakry ici, ils te disent, non, petit, moi je suis à Kikdia, moi je suis à Fourikaria. Mais vous ne le voyez jamais à Fourikaria. Il est tout le temps avec vous à la maison, vous êtes assis fait pour faire du thé à la base, au quartier là-bas. Après tout, c'est lui qui ne va pas rejoindre son poste. Donc, si un enseignant se retrouve dans un tel cas, il doit subir la rigueur de la loi. Mais pas que lui. Idem que, n'est-ce pas, ses complices, que ce soit maintenant le DPE ou l'IRE, ou je ne sais pas, l'inspecteur de l'éducation, tous ceux qui sont mêlés à ce dossier. Mais finalement, il prof. Est-ce que c'est le ministère de la fonction publique qui est toujours obligé de venir faire ce contrôle? Parce que le ministère de la fonction publique est dans son rôle régalien de se rassurer que chaque centime de l'État guinéen va, n'est-ce pas, à bonne destination. Ceci est très clair. Mais aujourd'hui, les DPE n'ont même pas de fichier clair de leur personnel. Ils sont toujours entre vraiment des vagues qu'on ne comprend pas et ce qui fait qu'ils n'ont aucune maîtrise en fin de compte. Il faut vraiment que le sérieux, il faut que le sérieux soit imprimé à chacune des actions menées, n'est-ce pas, dans ces DPE, dans ces DCE. Parce que, imaginez, après ce recrutement à la fonction publique, ce recrutement auquel on vient d'assister, justement, vous savez encore qu'il y a du manque à gagner à l'intérieur du pays. Évidemment, on a eu le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation sur ce plateau, et il a évoqué le même problème. En fait, mais vous savez, le ministère exprime un besoin, mais le recrutement aussi se fait en fonction des moyens. Est-ce que tu vois, si par exemple le ministère exprime que le besoin de 10 000 enseignants et que les moyens financiers ne permettent pas au ministère de la fonction publique d'absorber tous ces 10 000-là, voilà, il ne peut que dire, bon, j'en ne peux recruter que 3 000 personnes. Donc c'est pourquoi jusqu'à présent, à l'intérieur du pays, ce que vous soulignez est une certitude mathématique. Voilà, donc aujourd'hui... Il y a toujours un besoin criard d'enseignants qui est là. Donc aujourd'hui, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Nous sommes en manque d'effectifs. Le peu qui est orienté, aussi on a du mal à les retracer ou à les localiser. Parce que certains sont même en train de changer de département. Mais je l'ai déjà dit. Dès après l'entrée... C'est pourquoi il faut des mesures d'incitation. Mais le prof, aujourd'hui, est-ce que le BPA lui-même, c'est-à-dire indépendamment du ministère de la fonction publique, est-ce que le BPA a un dispositif rationnel de contrôle de ses effectifs ainsi que de leur mouvement? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont un fichier à partir duquel on peut dire oui, effectivement, aujourd'hui à Bouquet, il y a effectivement 10 000 anciens, ou il y a 8 000 anciens, effectivement à Bouquet. Donc, répartis dans les sous-préfectures, ainsi que... Mais je pense que ce travail-là... Allô? Oui, allô, je suis à l'écoute. Allô, monsieur Mohamed Bangoura, bonjour et bienvenue dans l'émission Le Bureau du Prof, l'émission éducative que vous connaissez déjà. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du MEPUA.
Le porte-parole du SLEG, désolé de ce petit quiproquo. Alors, on va justement parler de ce thème qui défraye la chronique, ce problème qui défraye la chronique et polarise les attentions. C'est justement le blocage des salaires de plus de 4000 enseignants. Quelle est la lecture que vous avez aujourd'hui à faire par rapport à cette réalité avec l'œil du syndicaliste en toute objectivité et rationalité? Bien, permettez-moi d'abord de profiter de votre antenne pour dire bonjour à l'ensemble de vos auditeurs, à votre studio et à l'ensemble des enseignantes et enseignants de Guinée, plus particulièrement les camarades qui ont vu leur salaire bloqué pour les vacances de juillet et août. Mais je peux leur assurer que dès l'annonce ici de ce blocage du salaire, la camarade secrétaire générale Kadia Touba s'est mise en branle et elle a tenté de joindre le ministre du Travail et de la Fonction publique pour avoir plus d'explications sur ce blocage injustifié de ces salaires de ces 3371 enseignants en situation de classe. Et elle a contacté aussitôt l'intersyndicale de l'éducation et je puis vous rassurer que le ministre du Travail et de la Fonction publique nous a ouvert grandement les portes, nous avons discuté, il nous a donné des explications et partant de ces explications, nous avons compris que c'est une faute administrative ici venant du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation parce que nous avons vu toutes les preuves selon lesquelles que le BPA a reçu un courrier en date du 20 mai 2025, les invitant pour venir discuter autour de ces rapports de cette mission de l'IGAP qui a sillonné tous les établissements de la République de Guinée, mais elle est restée morte. Alors, il était question de bloquer le salaire de ces enseignants au mois de juin, mais les inspecteurs très réfléchis ont compris en le faisant, cela pourrait impacter négativement le processus de ces examens nationaux, qui, ma foi, a été ici le facteur même qui a provoqué l'inactivité ici du MEPUA à travers le courrier qu'ils ont reçu. Ils n'avaient qu'un seul objectif, examens nationaux, mais en oubliant que ce sont ces enseignants qui ont servi de délégués, de surveillants et de correcteurs et aussi d'agents centralisateurs. Donc, puisque la lettre elle est restée bonne et 3 mois ont été donnés au MEPUA pour régulariser cette situation, mais ils ne se sont pas intéressés à ça. C'est ce qui nous a plongé dans cette situation. Mais le ministre, en homme réfléchi, un bon citoyen, un bon patriote et conscient que le salaire il est alimentaire, donc sacré, a demandé à ce que l'intersyndicale de l'éducation, la FSE, le SNEG, le SNE, mettre en place une commission mixte. Et dans les échanges fructueux avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, la camarade secrétaire générale Kadia Touba a demandé à ce que le MEPUA accepte de nous faire venir 2 techniciens pour accompagner ici la mission mixte FSE SLEG SNE. Et c'est comme ça, pendant les travaux, nous nous sommes rendus compte effectivement que les propos tenus par le ministre du Travail et de la Fonction publique étaient une réalité, c'est une faute administrative. Parce que la plupart de ces enseignants qui se sont bloqués, effectivement, sont en situation de classe, mais ayant bénéficié d'une décision ministérielle, c'est-à-dire les mutants de l'intérieur vers Conakry. Et les différentes RH, pourquoi nous parlons de faute administrative, lorsque vous prenez un agent de l'État à l'intérieur du pays, et que vous lui attribuez un nouveau poste, que ce soit, je prends l'exemple de Zérécoré pour Conakry, le salaire doit automatiquement, dès la décision ministérielle apparaît, et le salaire doit automatiquement accompagner le travailleur dans son nouveau poste d'affectation, ainsi que la documentation y afférente. Mais chose qui n'a pas été faite. Alors, quand ces agents de l'administration publique se sont retrouvés dans ces écoles, à partir du listing, ils ont fait des appels, ils ont contrôlé, et la plupart de ces enseignants qui avaient rejoint les nouveaux postes d'affectation n'étaient pas à leur ancien poste. Donc, pour eux, ils les ont considérés comme état en abandon de poste. Et l'IGAP, je peux vous rassurer, aujourd'hui, a pris toutes les dispositions nécessaires. Et là où je vous parle, je suis
même à l'IGAP, nous recevons les dossiers. Lorsque ces dossiers s'avèrent exacts, l'acte de mutation, le numéro de l'acte de mutation, y compris la date de sa signature, quelle que soit l'année de la signature, alors nous validons automatiquement le dossier. Donc c'est pour vous dire que le ministère du Travail, à travers l'inspection générale de l'administration publique et le mouvement syndical sont appuyés d'eux pour que d'ici la fin de cette semaine, les enseignants puissent entrer en possession de leur salaire. Très bien, M. Roméo. Comme c'est ton échange, M. Cabinet, vous avez une question à poser à notre invité rapidement. Alors, M. Roméo, vous dites que c'est une faute administrative imputable au MEPUA, mais je ne comprends pas à quel niveau exact. Est-ce que c'est parce que les actes, disons, d'affectation n'ont pas été portés à la connaissance du ministère de la fonction publique, ou bien c'est parce que ces enseignants-là ont fait des mouvements sans que vraiment le ministère de la fonction publique ne soit effectivement informé? Vous savez, partout dans le monde, c'est le ministère du Travail et de la fonction publique qui est l'employeur. C'est lui qui emploie. Et lorsque un département ministériel mute, aide ses agents, automatiquement les DRH, à travers les AGR, doivent remonter toute la documentation nécessaire au ministère du Travail et de la fonction publique pour que des dispositions soient prises pour empêcher ce genre d'action dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Et quand vous prenez les actes d'imputation, vous verrez en application ministère du Travail et de la fonction publique. Mais une fois que le ministère du Travail et de la fonction publique ne reçoit pas la copie et qu'elle va pour une inspection, elle va considérer ces travailleurs comme étant en abandon de poste. Ok. Ben, de toutes les façons, vous avez parlé tout à l'heure de l'action concertée, disons, de l'intercentrale syndicale, de l'éducation. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça a été un réveil tardif pendant que ces milliers d'enseignants ont pendant tout ce temps tiré le diable par la queue, M. Roméo? Non, mais ce n'est pas un retard tardif. Les bulletins de salaire ont été émis le mardi et le même mardi soir, nous avons pris le téléphone, appelé automatiquement notre employeur. Notre employeur, c'est le ministère du Travail et de la fonction publique. Et le ministre a accepté de nous recevoir. Nous avons échangé. Et je puis vous rassurer que c'est lui qui a accepté que cette commission mixte de l'intersyndicale et de l'IGAP soit mise en place afin de traiter ces dossiers et dans un très bref délai, procéder ici au déblocage de ces salaires. Donc ce n'est pas un réveil tardif sur le coup. Nous avons agi et voici ce que ça a donné comme résultat. Nous sommes en train de traiter pour satisfaire ici ces 3371 enseignants qui ont vu leur salaire bloqué pour les mois de juillet et d'août. D'accord, une question subsidiaire, M. Roméo, parce que nous cesserons de parler, en tout cas, du manque à gagner que nous avons à l'intérieur du pays par rapport à l'effectif des enseignants. Alors aujourd'hui, vous avez, dans votre exposé tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu des affectations de l'intérieur pour Conakry, n'est-ce pas? Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que tout ceci est en train de contribuer à, disons, ce manque à gagner dans les écoles de la République à l'intérieur du pays? Mais n'oubliez surtout pas aussi qu'il y a eu 10 000 enseignants qui ont été orientés vers l'intérieur du pays. Mais ça ne résout pas encore le problème. Oui, c'est vrai, ça ne résout pas. Alors pourquoi les affectations de l'intérieur pour Conakry? Est-ce que vous, au niveau du SLEC... Oui, mais la s'il vous plaît, il faut que vous entrez aussi en contact avec la L027. Un travailleur qui a fait plus de 12 ans à l'intérieur du pays n'a-t-il pas le droit aussi de revenir vers la capitale? Oui, bien sûr, il a le droit. C'est la loi. Non, mais c'est la loi qui le dit. Je suis d'accord que la loi dit que lorsqu'on sert pendant plus de 12 ans, on doit venir à Conakry ou on doit changer de poste. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que, disons de façon globale, ces affectations de l'intérieur pour Conakry en est pour quelque chose, en tout cas pour ce manque à gagner dans les écoles? Parce que véritablement, les syndicats ne s'intéressent pas à ces différents problèmes dans les écoles. Non, c'est ce que vous pensez. Non, c'est ce qui est, M. Roméo. Sans langue de bois, c'est ce qui est. S'il vous plaît, n'oubliez surtout pas
pas qu'à chaque 31 décembre, il y a des milliers de travailleurs aussi qui font valoir leur droit à la retraite. N'oubliez surtout pas ça. Ok. Alors, Monsieur Roméo, à vous entendre parler tout de suite, je souligne un pan de votre communication. Vous dites que c'est une faute administrative, mais il y a une réalité qui est là. Souvent, il y a des enseignants qui sont orientés, affectés à l'intérieur du pays. Et voilà, sachant déjà que ça, c'est un secret de polichinelle, l'éducation est devenue une véritable passerelle pour les gens. Une fois recrutés au compte de la fonction publique, ils migrent vers un autre département. Est-ce que cela ne crée pas aussi un vide à l'intérieur du pays? D'où l'importance de cette inspection pour constater véritablement la présence des enseignants en situation. C'est pourquoi nous saluons la décision des LIGAP. Tout à fait. Je puis vous rassurer que c'est un total de 5000 et quelques agents dont les salaires ont été bloqués pour le mois de juillet et d'août. Et parmi ces 5000, on a constaté qu'il y a 3371 qui sont à l'éducation et à la santé. Ah ben voilà, voyez-vous. Allez-y comprendre par là que il y a des travailleurs qui se sont vus bloqués il y a maintenant une année et 2 ans, soit 2 ans au plus. Ces travailleurs, nous ne pouvons pas trop les défendre pour la simple et unique raison qu'effectivement ces travailleurs sont en abandon de poste. Premier facteur. Secondo, il y a parmi ces bloqués depuis 2013, comment dirais-je, depuis 2020, 2021, 2022, 2023, des travailleurs qui ont migré de l'éducation pour un département ministériel. Nous, notre problème ne se situe pas à ce niveau. Notre problème, c'est de régulariser ceux qui sont réellement en poste et qui se sont vus bloqués pour les salaires des mois de juillet et d'août. C'est eux notre priorité. Les autres, il suffit de les convoquer. La fonction publique a tout un dispositif en main pour pouvoir les ramener à leurs sentiments, les faire signer des lettres d'engagement, retourner à leur véritable lieu d'affectation, prendre des documents de prise de service, leur emploi du temps. Si cela n'est pas fait, ce qui voudrait dire qu'il veut défier l'autorité judiciaire du travail et qui ne fait que son travail. Alors là, le syndicat ne pourra pas défendre le faux. Parce que ces enfants qui sont à l'intérieur du pays, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est venu me trouver à l'IGAP qui a même accusé le SLEC comme étant responsable de sa mutation arbitraire. Je lui ai dit depuis les grèves SLEC, il n'y a jamais eu de mutation arbitraire. Tous les petits problèmes que nous avons rencontrés après la grève, tous ces petits problèmes ont été réglés. Mais le malheur pour cet enseignant qui est officiellement muté à Koundara, cela fait maintenant 3 ans qu'il est ici à Conakry. Lorsqu'il donnait ses explications, il n'a pas reconnu l'inspecteur de l'IGAP qui était allé jusqu'à Koundara constater son absence. Et lorsque cet inspecteur lui a dit « c'est moi qui suis venu à Koundara », voilà, j'ai reçu toute la documentation attestant qu'il y a 3 années de cela, vous avez abandonné votre poste. Alors, ce genre d'enseignant, est-ce que le syndicat peut le défendre dans la société? Je dirais non. Nous défendons ceux-là qui sont dans la légalité. Et c'est là l'objectif de l'intersyndicat de l'éducation. Ok, monsieur Roméo, vous dites que vous défendez ceux-là qui sont dans la légalité. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que vous pensez que tous ces 4000 enseignants-là sont dans la légalité? 3300 enseignants. Je suis là. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire est là. Nous vérifions les documents au cas par cas. C'est-à-dire l'acte vous permettant de vous d'exécuter. Nous vérifions le numéro de l'acte. Nous vérifions la date de sa signature et le nom du ministre. Le GEPIA a un service qu'on appelle la documentation, la Direction nationale de la documentation scolaire. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, tous les actes s'y trouvent. Donc, nous vérifions et lorsque nous nous rendons compte que c'est vrai, vous avez raison, vous avez été arbitrairement bloqué, alors nous vous rétablissons dans vos droits. C'est très bien dit. Une dernière question. Une dernière question, monsieur Roméo. Vous dites que vous vérifiez en tout cas, disons, toutes ces situations-là au cas par cas. Vous êtes une commission de combien de membres et comment cette commission fonctionne-t-elle? Nous avons 5 membres
de l'intersyndicale et je suis le porte-parole de cette commission intersyndicale. 2 techniciens du ministère de l'enseignement universitaire et de l'alphabétisation et tous les autres sont les inspecteurs de l'inspection générale de l'administration publique. Alors, comment la commission fonctionne? Elle siège où? Et quelles sont ses ressources? Nous avons constitué des groupes de travail. Oui. Nous avons la direction générale de la fonction publique, oui. L'inspection générale de l'administration publique, 2 représentants du ministère de l'enseignement universitaire, de l'alphabétisation et les 5 représentants du mouvement syndical. Oui. Donc, tous les documents passent dans nos mains et moi, personnellement, je suis assis aux côtés de celui-là, de l'inspecteur, chargé de valider les dossiers. Et depuis que nous avons mis cette commission, nous sommes satisfaits. Tout s'est fait dans la plus grande transparence. D'accord. D'où viennent vos ressources, M. Roméo? Mais je vous ai cité nos ressources ou bien vous voulez parler des ressources financières? Non, bien entendu. Nous ne parlons pas pour le moment de prix. Nous ne parlons pas de quoi que ce soit, nous parlons du déblocage de nos camarades. Pas de prix, M. Roméo? Vraiment? Vous pouvez venir à l'inspection générale. Non, c'est une question toute simple, M. Roméo. C'est une question toute simple. N'avez-vous pas de... La dernière question, cabinet, on sait que tu aimes trop parler, là. Non, c'est bon. Si la prime doit venir après, ça, sont nos secrétaires généraux qui voient le ministère du Travail et de la fonction publique. Mais pour le moment, nous nous sacrifions. Nous sommes là. C'est pour accompagner nos camarades. Merci beaucoup et surtout merci de nous informer. Merci de nous informer de la suite ainsi que de ce que vous recevez. Allez, M. Roméo, M. Bangoura, vous avez été largement compris et passé une excellente journée. Continuez à défendre les vaillants enseignants de Guinée. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, si c'est maintenant que vous prenez le train en marche, sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission Le Bureau du Prof, la seule émission éducative qui vous donne des informations vérifiées et vérifiables concernant l'école de la République. Vous pouvez aussi nous suivre sur le canal 410. Eh bien, nous allons sans transition embrayée avec la seconde thématique et là c'est l'orientation des bacheliers qui se sont très bien illustrés mais malheureusement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On dit bon, le choix de tel n'a pas été respecté et comment ça se passe? Monsieur Cabinet, c'est le deuxième sujet à brosser dans cette émission, bien entendu. Il y a 2 vérités qu'il faut se dire en face. Oui. Dans ce dossier. Oui. 2 vérités. Je vais me permettre de te bloquer. Il faut rappeler que l'émission, elle est interactive. Donc, les auditeurs peuvent appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. Voilà. Le 629 95 67 67. Allez, voilà, donc on parle justement de la façon dont ces bacheliers qui se sont véritablement illustrés, la manière dont ils sont orientés, ça n'a pas plu certains. On a vu cette vague déferlante sur les réseaux sociaux, en taxant un peu le snap d'incompétents, entre guillemets. Vous savez, en Guinée, tout le monde mesure d'un baromètre de la compétence. Chacun veut mesurer les compétences d'un service, disons, donné. Mais je disais qu'il faut se dire fondamentalement 2 vérités. Allô? Oui, allô? Allô, les auditeurs sont rois. Allô, bonjour monsieur, comment allez-vous et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, c'est monsieur Ba Suleiman, je vous appelle depuis Koloma. Monsieur Ba Suleiman, depuis Koloma, nous vous écoutons, nous vous donnons carte blanche pour participer à cette émission. Ok, moi ce que je peux dire concernant les enseignants là, les enseignants doivent prendre leur travail comme un travail de patriotisme. Parce que l'enseignant, il est le futur d'un pays. S'il arrive à former des bons cadres, ce qui pourrait aider cette nation à grandir. C'est pourquoi souvent on dit la ressource humaine est plus importante que des ressources des sous-sols. Alors, moi, j'apprécie la pression du ministre
s'il arrive à bloquer ces salaires, peut-être il y a eu des abandons de poste. Oui, d'accord. Parce que nous tous, nous savons ce qui se passe en Guinée. D'accord. Vous savez, le problème de la Guinée... Rapidement, monsieur Ba, oui. Voilà, tout le monde veut avoir des omelettes, mais personne ne veut voir des œufs cassés. Merci beaucoup, monsieur Ba. Vous avez été largement compris et nous allons marquer une petite pause pour permettre à la page publicitaire de couler. On revient dans un instant. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV. Merci
Oui, bienvenue encore dans votre émission. Nous sommes là installés sur nos piédestaux, mes chroniqueurs et moi, bien entendu. Alors, ça va être cette fois-ci la seconde thématique, l'orientation des bacheliers qui se sont très bien illustrés. Et malheureusement, c'est une orientation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certains observateurs estiment que les candidats, les bacheliers qui se sont très bien illustrés, qui se sont brillamment illustrés, n'ont pas été orientés vers leur véritable choix. Alors, analyse et décryptage dans cette émission. Et tout de suite, monsieur l'autre chroniqueur, monsieur Cheikh, un bouillant connaisseur aussi de l'éducation guinéenne, il est parmi nous parce qu'il s'est démerdé pour être là. C'est pas facile avec les heures de pointe. Hein. Voilà, on le comprend. Monsieur Cheikh, comment ça va? Ça va, je vais bien, monsieur. Merci beaucoup. Heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est votre émission, bien entendu. Alors, on va parler de ces orientations qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Et on a vu le premier de la réplique en sciences expérimentales où on a même lancé une cagnotte pour le soutenir, pour qu'il fasse réellement son choix, le choix, parce que c'était la médecine. Voilà, la médecine, hein? Voilà. Et je rappelle que l'émission, elle est interactive. Les auditeurs peuvent nous appeler sur le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67 pour participer à l'émission. Oui, Cabinet, rapidement, qu'est-ce que tu en penses? Bon, rapidement, moi je disais quand même qu'il faut se dire deux vérités dans ce dossier. Oui. La première vérité est que l'agence marocaine de la coopération internationale n'est pas obligée d'offrir des bourses selon les humeurs ou selon, je ne sais pas, la volonté de l'État guinéen. La main qui donne, c'est la main qui commande. C'est la main qui est au-dessus, c'est la main qui commande. Donc on ne peut pas faire de procès aujourd'hui à cette agence marocaine de la coopération internationale qui a été suffisamment de bonne volonté depuis plusieurs années déjà, qui offre gratuitement des bourses à l'État de Guinée. Ça, c'est la première vérité qu'il faut se dire très rapidement. La seconde vérité est que, évidemment, c'est à l'État guinéen de prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas obligés d'envoyer, en tout cas, nos 10 premiers ou nos 15 premiers uniquement au Maroc. On peut dire au Maroc... Sinon, ça fait très longtemps maintenant. On peut dire au Maroc, bon, écoutez, nous voulons que vous commencez à apprendre à partir, n'est-ce pas, de la 16e personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'intervalle de 16 jusqu'à la place disponible au Maroc, qu'on nous accorde cela. Maintenant que l'État guinéen prenne ses responsabilités. La jeune Malon, j'ai été très choqué. La jeune première en sciences sociales, justement, qui a été orientée en je sais pas, gestion hôtelière ou touristique, quelque chose comme ça. Ah, mais attendez, notre première va aller étudier comment gérer un hôtel. Non, c'est pas une façon de, c'est pas une façon de rabaisser en fait cette étude-là, non. L'un s'en faut. Mais ce n'est quand même pas la place de la première de la République de Guinée en sciences sociales. Non! Elle est à la tête des milliers d'élèves et qui sont excellents. Donc moi je pense aujourd'hui qu'il faut un repositionnement stratégique, puisqu'actuellement le mot stratégie, vraiment il faudra, le prof, que vous trouviez un temps pour nous expliquer bien ce mot. Mais il faut un repositionnement stratégique aujourd'hui de la Guinée. En ce qui concerne, n'est-ce pas, l'orientation des bacheliers qui sont en première, en tout cas en tête de liste dans nos examens nationaux, en tout cas au baccalauréat. C'est ce qui est essentiel aujourd'hui, mais pour le reste, vous avez vu par exemple pour le jeune Muntaga, qui a été orienté dans une classe préparatoire, dans une école préparatoire. Et puis dans l'option chimie, physique-chimie. Donc, M. Cheikh est là, c'est un excellent physicien. Peut-être que le jeune Muntaga pourrait être un très bon astronaute, comme M. Cheikh Modibo Diarra du Mali, etc. Moi, je ne rabaisse pas en fait la filière où il a été orienté. Mais je pense qu'on peut aider mieux. Mais Cabinet, n'oublie pas une chose, il est orienté vers une école préparatoire, vers des classes préparatoires. Évidemment, alors, il n'est pas dit que c'est une fin en soi. Je suis d'accord. Aller dans de grandes écoles pour réaliser. Je suis d'accord. Justement, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens pour que ce jeune accède aux plus grandes écoles occidentales, à la Polytechnique, par exemple, de France, etc. etc. Mais ce n'est pas en fait ce lycée marocain qui est le meilleur moyen. Bon, il faut que l'État en fait soit un État
jaloux, un État compétitif au moins. Voilà, parce que moi, ce qui me fait mal dans tout ça, je me dis que non, mais attention, le Maroc n'a pas un système éducatif plus performant que le nôtre. Pourquoi ne pas orienter ceux-là qui ont, comme on le dit, mouillé le maillot, les orienter par exemple en France, dans de grands pays, dans de grandes nations, dans des universités prestigieuses. Si c'est ça, voilà. Moutaga peut librement s'inscrire. Aux classes préparatoires de là-bas. Et puis, non, puisque le petit est bien, le petit il est excellent, dans 2 ans, le petit pourrait peut-être accéder, je ne sais pas, à Polytechnique France, ou je ne sais pas, aller aux USA. Mais la moindre des choses, pour un enfant qui a travaillé durement pendant toute l'année scolaire, la moindre des choses, c'est au moins faire les études de son choix. On peut enlever tout à un enfant, sauf ça. Donc, il faut aujourd'hui que l'État, avec, je ne sais pas, Simandou Academy, avec Simandou 2040. Je sais ce que tu veux dire. Bon, maintenant, on va nous tourner du côté de M. Cheikh, qui aussi a sa lecture par rapport à cette orientation très controversée de nos lauréats, des candidats, des bacheliers qui ont été orientés vers des filières qui ne sont pas véritablement leur choix. Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce sens? Je vous remercie de me donner la parole. Et je pense qu'on est en train de faire un mauvais procès au SNAP. Parce que le Maroc a sa politique éducative. Et les critères sont déjà préétablis par rapport à l'orientation des bacheliers vers les filières proposées. Donc ce n'est pas parce que Moutaga est le premier de la République qu'il doit aller là où il veut aller. Ça ne se fait qu'en Guinée. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remettre en question le rôle des conseils à l'orientation dans les écoles. Tout à fait. On ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut faire. Souvent, ce qu'on veut, on ne peut pas faire. Ce qu'on peut faire, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, Moutaga a des rêves, on veut l'aider à réaliser ses rêves, mais est-ce que les notes que Moutaga a eues lui permettent d'aller au Maroc et de faire ce qu'il veut faire selon les critères donnés par l'université ou les universités marocaines? Parce que le Maroc a une politique éducative. Et je tiens à dire à mon cher ami Keita que la France n'est pas un exemple en soi de qualité en matière universitaire. Ah bon? Pour moi. Surtout dans le domaine scientifique. Parce qu'il y a de ces étudiants qui quittent le Maroc, qui vont en France, mais ils sont de loin meilleurs à tous ceux qui sont là-bas. Donc moi je pense que Moutaga doit revoir les choses et l'État, s'il y a la possibilité, l'État n'a qu'à investir beaucoup plus sur ces enfants qui sont des génies. Et pour les permettre d'aller, pas forcément au Maroc, au Canada ou ailleurs, et de les garantir toutes les conditions qu'il faut pour les encourager à revenir encore. Parce que ça, c'est un autre débat. Aller, ce n'est pas un problème, mais revenir et aider ce pays à sortir de l'ornière. Donc pour moi, il faut réfléchir à ce qu'on doit dire et à ce qu'on doit faire. Par rapport à la cagnotte, moi je trouve un peu mal placé de faire ce genre de trucs sans l'avis de la famille. Parce que à entendre ce qu'on dit et à voir ce qui est sur les réseaux sociaux, la famille n'était pas du tout d'accord. Donc au risque de se faire passer pour un arnaqueur, ceux qui ont pris l'initiative de lancer ça sur les réseaux sociaux doivent réfléchir à la manière. Donc c'est ce que j'avais à dire. C'est bien dit, Monsieur Cheikh, mais moi je voulais rebondir sur un pan de votre intervention quand vous dites que quand on est lauréat, on ne doit pas faire, on ne doit pas aller vers une option que l'on veut, mais une option où vraiment on peut tenir. Mais quand on prend un premier de la République, vous n'avez qu'à voir par exemple les notes. Ça moine d'abord. Parce que ou même ces notes par rapport à cette matière. Moi je suis d'accord avec M. Cheikh par rapport. Oui, je le comprends. On ne peut pas de toutes les façons parce que... Mais quand on prend par exemple le relevé du petit Diallo, Moutaga, ou du premier de la République, moi je me dis que c'est déjà, il peut aller vers son choix, sans problème. D'abord, je ne fais pas... Même s'il faut qu'on le soumette à un petit concours... En fait, je parle dans l'ensemble. D'accord. Pas le cas spécifique de Moutaga. Moi, le petit que j'ai vu, très serein, je sais qu'il peut faire tout ce qu'il veut faire.
il en a la capacité. Tout à fait, tout à fait. Et à l'âge qu'il a, le petit là, je sais de quoi il est capable. Parce que j'ai entendu beaucoup de trucs sur lui. Qu'on l'envoie où que ce soit, il va s'en sortir. Mais moi, je parle dans un cadre général. Le principe est qu'on n'oriente pas forcément selon les humeurs, le choix, mais selon les capacités. Disons, mais il y a des critères. À l'image des notes. Il y a des critères déjà préétablis. Je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi nous avons dit ici tout à l'heure qu'il faut que l'État guinéen prenne ses responsabilités. Mais l'État guinéen ne contrôle pas cela. Le SNAP ne contrôle pas cela quand même. On leur propose. Les orientations, si je ne m'abuse, sont faites depuis le Maroc. Écoutez, allez-y. J'ai dit tout à l'heure les deux vérités qui me semblent importantes dans ce dossier. D'accord. À rappeler d'abord que l'Agence marocaine de la coopération internationale ne fait pas cette orientation selon les humeurs de qui que ce soit. Comme M. Cheikh l'a dit, les critères sont déjà préétablis. Et le SNAP ne peut que, disons, observer, ne peut que mettre à disposition ses lauréats. Oui, tout à fait. Mais j'ai dit qu'il faut que l'État guinéen change stratégiquement, en tout cas, de position. C'est-à-dire, si c'était les 150 premiers de la République, on peut dire désormais, commencer par exemple par le 15e. Nous, les 10 ou 14 premiers là, nous, on s'en occupe. C'est-à-dire, l'État guinéen va chercher les meilleures écoles. C'est-à-dire sur le plan international, comme il l'a dit, que ce soit au Canada, que ce soit, même si je ne suis pas très d'accord sur le positionnement scientifique des universités françaises, d'accord, en tout cas, on peut chercher un peu ailleurs. Donc, l'État guinéen va désormais donner la possibilité à ces 15 premiers d'étudier dans les universités de leur choix, parce que cela peut se négocier. Je me rappelle encore avec l'ancien ministre, M. Guillaume Mawing, qui avec son ONG, paraît-il, avait négocié une certaine école au niveau des États-Unis qui, disons, offrait de la place. Mais il y avait plus de bruit derrière que ça, que du concret, mon frère. Ça, c'est un autre débat. Donc, c'est juste un exemple. Si une ONG était capable de faire cela, est-ce que l'université américaine ici, ou je ne sais pas, l'ambassade américaine peut refuser ce type de coopération à la Guinée? Non. Les États-Unis sont vraiment favorables, surtout à de tels cerveaux, en tout cas comme Muntaga par exemple, comme d'autres évidemment qui sont sur cette liste-là. Donc il faut un repositionnement stratégique dans le domaine de l'orientation, comme il l'a dit tout à l'heure là. Nous avons les conseillers chargés à l'orientation, mais qui savent tout faire, sauf l'orientation. Bien sûr. Ça aussi c'est clair, c'est un problème qu'il y a. C'est méchant. Et je vais, disons, citer le professeur Bano, un bon ami au ministre Guillaume Mawing. Donc le professeur Bano qui a dit qu'il faut régler ce problème d'orientation à partir du lycée. Qu'il faut régler ce problème. Oui. D'accord. Allez-y. Qu'il faut régler ce problème à partir du lycée. C'est bon. Et moi je pense que c'est sur cette perspective, c'est vers cette perspective-là qu'il faut véritablement aller aujourd'hui. Tout à fait. Qu'on sache effectivement quels sont les débouchés de nos différentes, disons, des différentes séries que nous avons aujourd'hui en Guinée au lycée. Et en plus, quelles sont les matières dans lesquelles on doit véritablement briller pour être orienté dans une telle faculté. Parce que si c'est à l'international, c'est franchement compliqué. Et il faut préparer nos élèves dès le lycée. Et il faut que cette coopération-là soit établie en tout cas pour que nos élèves accèdent aux plus grandes écoles, en tout cas de leurs rêves. Je pense que c'est le minimum. C'est très bien dit. Donc c'est une question qui continue toujours de faire couler encre et salive. Oui, monsieur Cheikh, vous devez... vous voulez aussi tellement parler parce que vous êtes venu en retard. Il y a une chose que les gens doivent comprendre. Il y a un ensemble de processus, une stratégie qu'il faut élaborer. De telle sorte que les enfants puissent être orientés dans les options où ils peuvent être plus efficaces. Tout à fait. Si vous voyez qu'il y a trop d'échecs au brevet, trop d'échecs au bac, c'est parce que un tel veut faire sciences maths parce que ses amis font sciences maths. Alors qu'il est prédisposé à faire sciences sociales. Je suis d'accord. Et je vais rebondir tout de suite sur l'orientation de la première en sciences sociales. On l'a orienté en tourisme hôtellerie. Gestion hôtelière. Gestion hôtelière. Il faut revoir le contexte du pays et le contexte au Maroc. Ceux qui font gestion hôtelière, c'est ça? Et dans les autres pays, ce sont des personnes capées. Ah oui, c'est clair. Mais pas en Guinée.
à se dire, même si on a notre ministère de tourisme hôtellerie ici. Donc pour nous, c'est une option ou une filière qui n'est pas rentable, qui n'est pas bien vue. Mais vu de l'extérieur, si on a des experts qui font ça, qui reviennent dans le pays, ça peut changer la donne. Donc il faut un peu regarder le contexte général du pays et savoir que des fois un mal n'est pas un mal, c'est lorsqu'on veut que ça soit un mal que c'est un mal. Oui, mais de toutes les façons... c'est très bien dit. Alors, ces orientations, je pense que ce n'est pas uniquement après avoir décroché le baccalauréat. Il faut penser même à la base. Monsieur Cheikh l'a dit tout de suite. Au brevet d'études, une fois que tu décroches ton brevet d'études du premier cycle, il faudrait que tu saches où aller. Ne pas aller vers une option par effet d'entraînement parce que mon ami cabinet est allé en sciences sociales, donc je vais aussi m'installer en sciences sociales. Il faudrait qu'il y ait des conseillers à l'orientation. Et cela est très important pour guider les enfants et leur permettre de réussir dans leur c'est parce que cette plateforme Parcoursup est devenue aujourd'hui, c'est pas où on peut prendre quelqu'un qui a fait sciences sociales, on le jette quelque part où vraiment il n'est pas efficace. Ça aussi, c'est une réalité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser à une sorte d'entité mixte, c'est-à-dire du ministère de l'Enseignement supérieur et du MEPIA. C'est-à-dire, dès après la publication des résultats, on a à disposition déjà les notes et toutes les moyennes des candidats. C'est-à-dire qu'à partir de cette plateforme, on fait une programmation pour dire, attention, voici, disons, les capacités d'accueil de différentes universités. Donc, à partir de tels critères, en tout cas sur les notes, à partir de tel, on vous oriente directement dans telle faculté. Tout à fait. Sinon, finalement, parce que quand nous on passait le bac en 2018, je me rappelle bien, nous avons des camarades. À l'époque, c'était, je crois, il y avait une autre plateforme là. Il y avait une autre plateforme avant Parcoursup. Il y avait une autre plateforme. Donc, nous avons des camarades, par exemple, qui, après avoir été orientés à Zéré, Corée ou à Mamou, sont venus simplement négocier. Disons, au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, ils ont payé, disons, des pécules qu'on leur a demandé, et puis ils ont été orientés dans les filières de leur choix. Mais aujourd'hui, après avoir étudié dans ces filières, ils n'ont pas été très brillants dans ces études. Donc, d'où, évidemment, donner raison à M. Cheikh qu'il faut régler ça à partir du lycée et à travers les conseils à l'orientation. C'est incompréhensible de voir, par exemple, un candidat, un élève qui fait sciences mathématiques et tu as 0 en mathématiques. Quelqu'un qui fait série littéraire, tu as 0,2 en français. Je profite de l'occasion pour soulever un paradoxe. Écoutez, il y a un jeune qui a revendiqué sur les réseaux sociaux. Oui, justement. Et vraiment, c'est compliqué pour moi de comprendre ce qui s'est passé. Parce que le jeune, je pense qu'en philosophie, une matière terrible, il a eu 11 ans. Oui, 11. En géographie, il a eu 16. On est d'accord. En économie, je pense qu'il a eu la moyenne. C'est en français, note que je ne comprends pas qu'il a eu 4. Pour quelqu'un qui a une capacité rédactionnelle, pour avoir un 16 en géographie, un 4 est très surprenant en français. Mais n'oubliez pas, M. Cheikh, il y a le hors-sujet aussi. Je suis d'accord. Tu peux savoir rédiger, mais ne pas être dans le sujet. Je suis d'accord, mais reste à savoir que ce jeune devait avoir une deuxième chance. C'est pour ça que je demande à ceux qu'on mette une deuxième session au bac. On est d'accord. Deuxièmement, écoutez très bien, c'est un paradoxe que j'ai levé, ça fait 2 ans ou 3 ans. On va orienter certains étudiants en géographie pure. À l'université. Tout à fait. Qui n'ont pas eu 16 en géographie, mais qui ont pu avoir 10 de moyenne, c'est-à-dire 11 partout, peut-être avec un 11 en géographie, on l'envoie faire géographie pure. Alors que ce jeune a pu avoir 16 en géographie. Ça veut dire que c'est une matière de prédilection pour lui, où il peut briller si on l'envoie en géographie pure. On est d'accord. Deuxièmement, les meilleurs étudiants, les meilleurs candidats sont orientés dans les branches techniques. Et on réserve quoi à l'ISEG? Non, c'est une très belle interrogation. On réserve quoi à l'ISEG? Des gens qui n'ont pas pu avoir 11 ou 12 de moyenne. Je ne suis pas en train de les fustiger, mais je me dis que quelqu'un qui a eu des difficultés à avoir un 18, un 17 en physique, ne peut pas aller à l'ISEG. Quelle que soit la magie que les enseignants auront là-bas, d'ailleurs je plains les professeurs de l'ISEG, je me dis qu'ils souffrent. Ils souffrent énormément. Quel que soit l'effort que tu peux faire,
fournir. Est-ce qu'un élève, un bachelier qui n'a pas pu avoir 17-18, peut-il venir former des élèves et les pousser à avoir 18? Mais c'est ce problème qui se pose. Parfois, un bachelier qui n'a que 10 de moins, on l'oriente à l'ISEC. À l'ISEC, c'est dangereux. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se donne un peu d'importance et qu'on mette l'ISEC au niveau où il faut mettre l'ISEC. Tout à fait. Pas seulement l'ISEC, même les ennemis. Même les ennemis. Parce que ce sont les et souvent, quand on envoie les gens là-bas, c'est pour les abandonner. Évidemment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, dans mon quartier, par exemple, j'ai des amis, des frères au quartier qui ont été orientés à l'ISEC. Oui. Donc, je disais que j'ai des amis, des frères au quartier qui ont été orientés vers ces différentes filières de l'ISEC. Mais après, vous leur demandez, mais pourquoi vous ne voulez pas enseigner? Ils disent non, nous, on nous a été orientés à 2 fois à ISEC. Tu vois ça? Donc, dans le fond, vous trouvez que même le mémoire sur lequel ils ont travaillé, en fait, ce sont des documents trafiqués. Vous vous rendez compte que dans la pratique de classe, qu'ils auraient dû apprendre à l'ISEC, qu'ils ne sont vraiment pas bien dedans. Donc, finalement, l'ISEC est devenu pas un dépotoir, mais un garage d'étudiants. Les gens pensent qu'on part à l'ISEC pour se promener. Évidemment. Mais c'est dur. Sinon, franchement, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'ISEC a l'un des meilleurs systèmes, parce que c'est le système classique. Lorsque vous n'avez pas validé la première année, vous n'êtes pas censé être en deuxième année. Mais aujourd'hui, disons qu'avec ces orientations fantaisistes, on est en train vraiment de faire perdre, disons, en tout cas, cette image de référence ou cette qualité qu'on aurait pu vraiment acquérir dans ces différentes institutions d'enseignement. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, l'une des études, en tout cas un rapport sur lequel je cite encore le professeur Bano, qui a d'ailleurs donné lieu à une chaude discussion entre lui et Dr Ousmane Kaba, c'était le monopole de l'État dans la formation du personnel enseignant et du personnel de santé, mais surtout la formation du personnel enseignant. Tout à fait. Il faut aujourd'hui que, par exemple, les meilleurs, parce que moi je n'aurais rien contre, je n'aurais rien contre le fait que Muntaga, par exemple, soit orienté à l'ISEC. Si Muntaga avait été orienté à l'ISEC, je vous assure que moi je n'aurais rien contre ça. Parce que je me dis que Muntaga est un excellent. Donc, comme pour dire que ce sont les meilleurs que l'on doit orienter vers l'ISEC. Mais malheureusement, c'est le contraire. Parfois, tu vois quelqu'un se bomber le torse en disant que je suis sortant de l'ISEC, étant donné que réellement ce n'est pas ça, quoi. Donc il faudrait qu'on mette l'accent sur ça. Et pour répondre sur quelque chose qu'il a dit, c'est qu'il a appelé la seconde chance. Moi, je suis même pour aujourd'hui qu'il y ait par exemple 2 diplômes de baccalauréat aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire le premier diplôme, c'est-à-dire le premier diplôme qui te donne accès aux institutions d'enseignement supérieur. Et un second diplôme de baccalauréat qui te donne accès, disons, aux écoles professionnelles de haut niveau, etc. Mais aujourd'hui, il faut effectivement revoir les choses. Comme nous n'avons pas assez de temps, nous aurons évidemment une autre opportunité de revenir de longtemps en large sur ces différentes propositions. Tout à fait. Oui, monsieur Cheikh. Moi, je pense que, comme il l'a dit tout de suite, il faut une coopération entre le sectoriel de l'éducation, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur, l'enseignement technique, l'enseignement préuniversitaire, pour élaborer une stratégie qui permette aux enfants d'accéder à des études plus facilement. Je rappelle que les échecs là ne sont pas quelque chose qui peut nous aider. Parce qu'en regardant l'ODD 4, on dit qu'il faut que tout le monde puisse avoir une formation. Donc il faut qu'on cherche à pallier à ce problème d'échec et d'abandon des enfants. Donc c'était ça. C'est très bien dit. En tout cas, nous avons eu à parler aujourd'hui dans ce numéro du blocage des salaires des enseignants. Il faut penser vraiment à régulariser leur situation le plus vite que possible. En tout cas, tous ceux-là qui sont véritablement dans la légalité et dans les normes. Et aussi, on a parlé de cette histoire de bourse. Et comme la radio, c'est l'heure, et l'heure est de rigueur, on se retrouve encore demain. Il faut rappeler que le bureau du prof, pendant 2 semaines, passera du lundi au vendredi à la même heure, c'est-à-dire à partir de 9h jusqu'à 10h30. On se retrouve, Inch'Allah, s'il plaît, au propriétaire des jours à venir, la semaine... demain, voilà, demain, je suis habitué à dire la semaine prochaine. Et côté technique, nous avons M. Kandé et toute son équipe qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci à tous, merci M. Cabinet, merci M. Cheikh, merci à nos auditeurs. On se retrouve demain. Au revoir.